Truong Quang Tin, 66 ans, ancien directeur de l'Institut des sciences agronomiques du Sud-Vietnam, vit à Saigon depuis 1975. Nguyen Can Hoi, 66 ans, ancien conseiller économique d'IBM Europe, il vit en France depuis plus de 50 ans. L'histoire de Tin et de Hoi se confond avec celle de leur pays. Étudiants à Paris à la fin des années 40, lorsque le Vietnam s'appelait encore l'Indochine, la guerre les a séparés pendant 25 ans. Ils se retrouvent aujourd'hui autour d'un projet de développement agricole en pays Paco, à Haloi, une vallée enclavée des hauts plateaux au centre du Vietnam. Traditionnellement, les Paco vivaient en marge des grandes régions agricoles du Vietnam qui rassemblent encore aujourd'hui 80% de la population du pays. Exploités jusqu'à la moelle par le régime féodal puis colonial, durement mis à contribution pendant la guerre d'indépendance et celle contre les Américains, les paysans vietnamiens représentent depuis toujours la richesse du pays et sa principale force de contestation. Aujourd'hui, les Pacos sont en voie de sédentarisation dans la vallée de Haloi, qui fut pendant 15 ans l'un des points stratégiques de la piste Ho Chi Minh. Haloi est l'un des chantiers sur lesquels travaillent de jeunes ingénieurs agronomes formés par Tin. Dans cette vallée dévastée par les bombardements américains, ils essayent depuis 2 ans de développer avec la population un modèle d'agriculture intégrée pour lutter contre la pénurie alimentaire. Khi mà đời sống nó cao lên, khi mà nó thực sự nó ổn định rồi á, thì cái chuyện sử dụng nó để vào trong cái biogas để mà làm khí đốt á, thì cái là cái giai đoạn tiếp theo. Mà chúng tôi cũng chưa có cái nguồn nào để là hỗ trợ cho cái giai đoạn tiếp theo như vậy. Đúng rồi, bởi vì chính Pháp thì chúng tôi cũng có một anh chuyên nghiên cứu về cái biogas, thì cũng nó làm một số dự án, tùy hộ gia đình 5, 10 hay là 15 người, thì nó có một cái hầm nó khác nhau, đó. Thì có vẽ sơ đồ tất cả, nhưng tới bây giờ thì chỉ có một vài nơi trong thành phố Hồ Chí Minh thì đã thực hiện lâu rồi, bây giờ nó chạy hoàn chỉnh, nó chạy đàng hoàng, thì có ý định là đưa vào trong các cái nơi mà như mình đây. Thế thì tại sao trong cái đám cưới của anh? Tại sao trong cái đám cưới của anh á, lại có anh có trồng cái cây gì anh? Cây gì tôi thấy nè. Tại sao vậy? Cây hồng đấy. Là lâu dài, còn cái chuối là trước mặt, tức là ngắn nuôi cái dài. Lấy ngắn nuôi dài. Nuôi cái này. Cette expérience est parrainée par l'AREPCO, l'Association des retraités pour une coopération bénévole. Créée il y a 5 ans après l'ouverture du Vietnam à ses ressortissants de l'étranger, l'AREPCO réunit des Français d'origine vietnamienne qui ont tous fait leurs études en France à la fin des années 40. Ils se réunissent régulièrement au cœur du quartier latin, rue Monge, dans ce qui fut, il y a 50 ans, leur foyer d'étudiants. Économistes, médecins, ingénieurs agronomes, ils représentent la dernière génération formée par la France coloniale. L'AREPCO s'est fixé pour objectif de réunir des fonds et de venir en aide par des échanges de savoir aux paysans défavorisés du Vietnam. C'est Tin qui la représente à Saigon. Nous avons été en France pour faire des études. Après, je suis revenu au Vietnam, mais je suis revenu pour devenir cadre du gouvernement nord-vietnamien. Je suis du Sud. J'ai pris ma retraite l'année dernière. Et cette année, j'ai 66 ans et demi, pour être exact. J'ai pu, par le biais de mon institut, coopérer efficacement avec les côtés français et avoir des très bonnes variétés de riz pluviales de haut rendement qu'on n'a jamais vu au Vietnam. Et avec l'argent de l'AREPCO, j'ai pu reproduire ces variétés que j'ai données un peu partout dans les régions difficiles du Vietnam. Et là, on a essayé de créer à Sông Pom Bo ce qu'on appelle un point de lumière, c'est-à-dire un point où
On peut regarder et puis imiter. Et mon problème est actuellement, on est si bien imité qu'il y a des dizaines de villages qui viennent me demander « Tonton, tu viens nous aider ?» Dernièrement, j'ai l'occasion d'aller avec notre vice-président, oui, dans un site assez intéressant, à Aleuil. Et là aussi, on a introduit avec succès nos variétés il y a 2 ans. Je voulais avoir des explications sur les différents modes de culture du riz au Vietnam. Parce qu'il me parle de la culture fluviale, je ne sais pas quoi, mais je ne sais pas exactement. Avant, qu'est-ce que c'était? Au Vietnam, nous avons 5 500 000 hectares de riz, 400 000 hectares de riz pluvial. En quoi il est différent du riz irrigué? C'est-à-dire qu'il pousse sur les pentes des collines, sur des endroits où ils ne reçoivent que l'humidité des pluies. Hồi nãy bên kia tôi thấy có chỗ, những chỗ nó trũng bất bình thường lắm. Ở đây là có một cái lỗ này, là cái gì nhỉ? Có những cái hố bom này là vì đồng bào của mình, họ thấy họ bao, họ ngại, họ nào họ sợ min này, hoặc là họ thấy đất không đẹp, cái gồ ghề, họ rất là khó. Nhưng mà chúng tôi phải chọn để giải thích được với dân rằng dù đất có khó cách mấy, dù có hố bom cách mấy thì mình vẫn sản xuất được thế này. Le destin de Tin et de Hoi s'est noué à Saigon en 1945, lorsqu'ils étaient encore lycéens. 1945, c'est 70 ans de colonisation française. Dès le début du siècle, le pouvoir colonial s'appuie sur l'enseignement du français pour former des élites indigènes destinées à servir de courroie de transmission entre l'administration et la population. Dès les années 20, elle va se retourner contre la France au nom de ses propres idéaux, ceux de la Révolution française. Tin et Hoi sont les héritiers directs de cette classe moyenne qui voyait dans l'acquisition de la culture et des techniques occidentales les moyens de son émancipation. C'est l'école où j'étais dans les années 47-48, avant mon départ pour la France. Et c'est à partir d'ici que j'ai appris le latin avec du français. Bien, tu vois sur cette pancarte qui est en fait le menu du déjeuner d'aujourd'hui. Sur 4 lignes, tu retrouves déjà quelques mots en français, phonétiquement utilisés. Là, tu vois cantine. Alors, si tu rapproches les deux, tu ajoutes en E, ben, tu retrouves le mot français de cantine. Là, évidemment, c'est vietnamien, ça veut dire ravioli à la vapeur. Et ensuite, vous avez ici 2 parties. Cette partie, c'est littéralement une traduction du français, ça veut dire gâteau, farine de blé. Donc, c'est le pain. Et là, si tu liais les deux, ben tu lis assez vite, ça veut dire hop là, hop là. C'est les pains avec des œufs plats. Mon père parlait français et je crois que c'est assez bien. Né en 1901 à Hanoï, le père de Hoi passe son certificat d'études en 1913. Modeste employé de la Banque d'Indochine, il projettera toutes ses ambitions sur son fils unique. Et à partir de ce moment-là, il m'a donné aussi le goût. Une langue étrangère, à l'époque langue étrangère, qui peut, disons, avoir quelques intérêts, c'était le français. Et le fil en aiguille, j'étais dans une école où on enseigne le français, mais d'une manière beaucoup plus légère, jusqu'au brevet. Et après le brevet, on passe en concours pour venir ici. Mon père, il voulait que je devienne quelqu'un qui apprend la technique française pour après revenir au pays, pour l'utiliser pour le pays. Le soir, mon père lit à haute voix quelques livres, et je suis juste à côté, et je soupçonne qu'il lit plutôt pour moi que pour lui-même. Par exemple, il lisait Les Misérables. Hein? Et là, vraiment, pour moi, c'est quelque chose de nouveau. Parce que Les Misérables, il y a tout. Toute la société française. Hein? Tu as le caractère de différentes catégories de personnes. Et là, ce qui m'a impressionné, c'est surtout l'histoire pendant la période de l'insurrection. On raconte l'histoire,
le père Fauchelevent avant, qui transforme Marius dans les égouts de Paris, et ce serait vraiment passionnant. Ou alors cette histoire de Gavroche, qui habitait dans un éléphant. Alors, bon, en gros, c'est un rêve, habiter dans un éléphant. C'est pas tous les jours. Tout ça, c'est pas tout à fait ce qui se passe au Vietnam. Enfin, et c'est là où j'ai commencé à prendre goût à la littérature française. Le 2 septembre 1945, Ho Chi Minh proclame l'indépendance du Vietnam. Le 5 septembre, Leclerc débarque à Saigon pour y rétablir l'ordre. Malgré plusieurs tentatives de conciliation, dont un voyage en France, rien n'arrêtera l'escalade. Le 24 novembre 1946, l'armée française bombarde le port de Haiphong, laissant derrière elle plus de 5000 victimes. Le 19 décembre 1946, les hommes de Ho Chi Minh attaquent Hanoï, saccagent l'Institut Pasteur et décrètent l'insurrection générale. La guerre d'Indochine est commencée. Tandis que les combats font rage au nord, les actions de guérilla se multiplient au sud. Il n'est pas une famille qui n'ait l'un de ses enfants dans l'un ou l'autre camp. C'était l'ancienne sûreté de Saigon. C'est là où il se passe beaucoup de choses pendant la première période de la guerre du Vietnam. C'est là où ils arrêtent les gens, ils les enferment et les interrogatoires. C'est là. Dans chaque famille vietnamienne à l'époque, il y en a toujours un frère, une sœur qui passe par là. Peut-être un jour, 2 jours, 3 jours. Il y a beaucoup de patriotes qui ont succombé sous les coups pendant la torture. Alors, tous les tortures classiques, hein, comme dans la guerre d'Algérie après, l'électricité, magnéto, tout ça, ils se mettent là, les oreilles, ou les parties génitales, ou sur la langue, et puis hop, ils te tournent le truc. Alors, le truc, comment on appelle ça? L'avion. Il te prend les 2 bras, puis il te fait tourner. Alors, encore plus rapide, il te prend par un pied, il te fait tourner. Alors, le supplice de l'eau. Il te fait exécuter de l'eau savonneuse et tout. Et quand il frappe les gens de cette époque-là, il a pris soin de mettre une toile de jute par-dessus ton corps, pour qu'il n'y ait pas de traces. Mais ça te fait... C'est plutôt interne, les lésions. Tu vois? Il n'y a pas de côte cassée, il y a beaucoup moins. Enfin, il y en a certains cas. Mais pour la plupart du temps, ils ont pris soin de faire ça. Au cas où on dit, mauvais traitement, où il n'y a pas de cicatrice, il n'y a rien. Et je crois que c'est très important. Parce que quand on parle de guerre d'Algérie, tout ça, c'est pas des nouveautés. Tu vois? Les Bijard, les Le Pen, ils ont passé par ça et ils n'ont rien inventé. Quoi. Je me souviens encore qu'à ce moment-là, il y avait un événement très important, c'est qu'il y a un jeune qui s'est mis des bandes de tissu et de l'essence et il s'est allumé lui-même. Il est parti faire sauter comment on dit ça? Une avirerie. Ça m'a... Je me souviens. Enfin, c'était il y a 5 ans. Voilà à peu près ce que je peux te dire de cette période-là. Puis bon, maintenant, même avec la distance.